Il est 19h, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, 72 réformes annoncées pour les Outre-mer. Il faut les mettre en œuvre, disait hier le président de l'exécutif. Alors quel calendrier après le SIOM? Cette rencontre entre le gouvernement et nos élus, on en parle avec le préfet Jean-Christophe Bouvier, invité du journal. Les habitants de Martinique appelés à la plus grande vigilance. Il faut à tout prix éviter l'épidémie de dengue. Les principaux foyers sont concentrés dans le sud. Pour l'instant, Fort-de-France et sa périphérie semblent épargnés. Nous irons en Colombie où un glissement de terrain a fait au moins 15 morts en début de semaine. Une dizaine de personnes est encore recherchée et un axe routier majeur du pays complètement coupé. Et puis pour finir, nous irons à Trinité assister aux derniers essais techniques en vue du 5e Martinique Rallye Tour. Il aura bien lieu ce week-end après 3 années de report. C'est la première des 72 mesures annoncées hier par le gouvernement, la réforme de l'octroi de mer, cette taxe censée protéger nos produits locaux face à l'importation. Elle génère aussi beaucoup de surcoûts, surtout dans l'alimentation. Pourtant, l'annonce de cette réforme ne fait pas l'unanimité. Stéphanie Octavia et Jean-Marc Kenenga. L'octroi de mer, c'est en moyenne 10 à 11% de plus sur les prix des produits concernés. On ajoute la TVA, minorée en Martinique à 8,5% et nous voilà à près de 20% d'augmentation, soit le montant de la TVA pratiquée dans l'Hexagone. Mais l'octroi de mer est-il vraiment à l'origine de la vie chère? Pas sûr. En pointant l'octroi de mer, on ne veut pas pointer les autres facteurs de vie chère, que sont le fret maritime, et les marges et les taux de marge de la grande distribution outre-mer. Politiques et spécialistes s'accordent sur ce point, ce qui explique les réactions plutôt prudentes depuis l'annonce par le gouvernement de la prochaine réforme en profondeur de l'octroi de mer qui devrait entrer en vigueur en 2027. Il faut protéger la production locale. Pour moi, l'octroi de mer dans ce sens-là est fondamental et je l'assume en tant que fiscalité, en tant que droit de douane. Bon. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'octroi de mer alimente, je ne souhaite pas qu'on reste dans ce système-là, les caisses des collectivités territoriales et des collectivités communales. Et deuxièmement, nous avons besoin d'outils fiscaux qui soient extrêmement dynamiques et qui nous permettent d'avoir un minimum d'autonomie fiscale, puisque nous n'avons pas d'autonomie fiscale pratiquement plus. Près de 50% des budgets de fonctionnement des communes provient de l'octroi de mer. Cela représente donc des emplois. Comment récupérer le manque à gagner qui découlerait automatiquement de la baisse de cette taxe? Ça veut dire que M. le maire prenne son chéquier et fasse un chèque du manque à gagner qui va en résulter automatiquement pour les collectivités d'outre-mer. Donc, l'octroi de mer, c'est à peu près 1,4 milliard pour l'ensemble de l'outre-mer, au moment où on dit qu'on va diminuer le budget de l'État en 2024. Bon, ou alors, on va augmenter la TVA, puisque la TVA outre-mer est inférieure à la TVA en France. Mais dans ce cas de figure, ce serait l'État qui déciderait alors de la répartition de cette ressource dans les Outre-mer, provoquant une perte d'autonomie des collectivités locales. Selon l'INSEE, l'écart de prix entre l'Hexagone et la Martinique sur les produits alimentaires est de 40%. Et le gouvernement garantit qu'avec son plan, les caisses des collectivités seront préservées. Alors, comment va-t-il faire? Pour en parler, on accueille Jean-Christophe Bouvier, préfet de Martinique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment va s'articuler cette réforme? Comment l'État va faire pour réformer l'octroi de mer tout en garantissant un niveau stable de revenus pour les collectivités? C'est tout le travail qui va s'engager à partir d'aujourd'hui jusqu'au prochain PLF, projet de loi de finances 2025, puisque c'est le calendrier que s'est fixé le gouvernement. Il faut savoir que ce qui est dit dans votre reportage est très vrai. L'octroi de mer a 2 objectifs. Apporter des recettes aux collectivités locales et protéger la production locale. Néanmoins, avec le temps, on a aujourd'hui plus de 10 000 références qui viennent s'accumuler les unes aux autres. De ce fait, il est opaque pour les acteurs économiques, opaque pour les consommateurs qui ne savent pas à quoi correspond précisément. C'est d'abord de simplifier. Donc, et il est complexe. Le président Letchimy parle de recettes dynamiques, mais à manipuler pour changer les taux, lorsqu'on veut changer les taux sur des catégories de produits qui eux-mêmes font référence à plusieurs
catégorie ou référence fiscale, c'est très complexe à manipuler. Donc on a un outil qui s'est ossifié, qui s'est complètement rigidifié avec le temps. L'objectif, c'est de garantir les recettes des collectivités et de retrouver un outil qui nous permette de protéger la production locale tout en étant plus dynamique, plus souple, plus maniable à utiliser par les collectivités. L'objectif à terme, c'est bien sûr de redonner du pouvoir d'achat aux Martiniquais. Quel objectif est-ce que vous vous êtes fixé À mon niveau, je me fixe les objectifs qui font partie de mes missions. C'est-à-dire déjà réussir à signer le bouclier qualité-prix qui a été signé le 12 juillet dernier et qui permet de garantir une stabilité des prix sur l'année 2023-2024, mais sur l'octroi de mer même, c'est au gouvernement, c'est aux collectivités locales, c'est aux acteurs économiques de maintenant se mettre autour de la table et de travailler à sa réforme. Sur la question des prix, l'octroi de mer n'est pas la seule explication à la vie chère en Martinique. On vient de le voir dans le sujet. Qu'est-ce qu'il en est des négociations à faire avec les distributeurs, les incitations, par exemple, à baisser leurs marges? On a vu dans l'Hexagone que le gouvernement a essayé d'entamer des négociations avec les distributeurs en menaçant même de diffuser la liste de ceux qui ne veulent pas négocier. Qu'est-ce qu'il en est chez nous? Il en est que les distributeurs, aujourd'hui, sont les principaux acteurs du bouclier qualité-prix. Nous essayons d'y associer d'autres acteurs. Nous avons essayé d'y associer les négociants, les grossistes. On a encore un peu de mal, mais ils y viennent petit à petit. Et les références, les distributeurs qui adhèrent au principe du bouclier qualité-prix augmentent. Donc on est plutôt dans une dynamique favorable. Or, même sur ce sujet où le président de la collectivité avait pris sur lui de s'engager à baisser l'octroi de mer sur certains produits, il a dû y renoncer, ce qui montre la complexité de cet outil. Il a dû y renoncer du fait des résistances qui se sont exprimées ça et là sur le territoire. Donc on voit que on a effectivement des prix alimentaires supérieurs de 40%. Leur composition est très complexe et nous avons les distributeurs qui acceptent, nous avons certains grossistes qui acceptent, mais tous les acteurs ne sont pas encore venus participer à la baisse et à cet exercice de baisse des prix au bénéfice des Martiniquais. Les discussions se poursuivent donc avec... Elles se poursuivent tout le temps. Un autre chantier abordé dans le SIOM, c'est la santé. Vous annoncez l'accélération des délais de prise en charge des patients atteints du cancer. Alors comment, là encore, ça va s'articuler ? Alors vous le savez, c'est un dossier, une problématique qui est connue, qui est identifiée en Martinique. On est dans le paradoxe suivant. Le taux de prévalence, c'est-à-dire le nombre de cancers pour 100 000 habitants en Martinique, est inférieur à celui de l'Hexagone. Paradoxalement, le nombre de décès, et notamment de personnes jeunes, est supérieure à l'Hexagone. Et cette accélération, c'est plus de médecins, c'est plus d'infrastructures? Ce qui montre qu'il y a un problème de rareté de la ressource médicale, qui est bien identifié, mais il y a aussi un problème d'articulation des acteurs. Il y a de très nombreux acteurs qui sont dans la chaîne de traitement du cancer. L'ARS a mis en place un comité de pilotage pour travailler sur la réduction de ces délais de prise en charge et une amélioration des délais de prise en charge. Ça fait partie c'est une des priorités du plan régional de santé qui va être mis en consultation à partir de la fin du mois de juillet avec tous les acteurs locaux. Et le gouvernement s'est engagé, lui, à mettre et à donner au territoire les moyens de réduire par 2 le délai de prise en charge. Réduction par 2. Donc merci beaucoup Jean-Christophe Bouvier d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et au lendemain de ces annonces, le Parti socialiste a réagi dans un communiqué. Il regrette l'absence de volonté du président d'exiger qu'il s'attaque aux causes structurelles des maux du territoire. Quelques exemples sont cités, des crises du logement, de l'eau potable ou encore de la pollution des sols. Le Grand Assemblée, lui aussi, déplore certaines choses, des décisions, disent-ils, qui engagent la Martinique sans consultation préalable du peuple. La formation politique a tenu ce matin une conférence de presse pour dénoncer la stratégie du président de l'exécutif. On fait le point avec Fabienne Léonce et François Marlin. Une clarification nécessaire, ce sont les mots des membres du Grand Assemblée. Et le ton est donné en préambule par Alfred Marie-Jeanne. Quand on se dit être dans un pays démocratique, parce que lorsque l'on dit lutter, toute forme d'autoritarisme est bannie. On se doit de respecter les instances et les procédures.
De quoi s'agit-il? De la tenue du congrès des élus, annoncé pour la première fois en avril 2022, maintes et maintes fois reporté et annoncé à nouveau hier par Serge Letchimy, le président du conseil exécutif. Un rendez-vous capital souhaité par les membres du Grand Assemblée, mais les conditions de son organisation interrogent. Dans ce document, les principales personnalités du Grand Assemblée dénoncent, je cite, la stratégie adoptée par le président du conseil exécutif. Nous avions prévu cette déclaration bien avant que, précipitamment, le président de l'Assemblée décide d'un congrès un énième congrès pour le 28 juillet. Parce qu'il y a une dérive qui était prise. Nous avions vu que le président du conseil exécutif privilégiait le dialogue par le biais du CIOM, le Conseil interministériel pour l'outre-mer, et au détriment du congrès. Or, pour nous, la marche du congrès est plus démocratique parce que ça réunit l'ensemble des élus martiniquais, plus les socioprofessionnels rassemblés au CESEM qui sont obligatoirement consultés. Et surtout, la démarche du congrès prévoit qu'avant toute décision prise par le gouvernement de faire voter de nouvelles lois, qu'il y ait une consultation populaire. Rien n'empêche au président du conseil exécutif d'aller discuter avec qui il veut. Mais je veux dire que le CIOM ne peut pas prendre des engagements sur lesquels le peuple martiniquais n'a pas pris une décision. Alors s'il s'agit de décisions secondaires, je pense que ça peut se faire évidemment. Mais si ce sont des décisions qui engagent la Martinique, je prends un exemple très simple. La question de la langue que nous avons votée, c'est une question institutionnelle. Il faut changer la constitution française pour pouvoir faire en sorte que la langue soit vraiment une langue officielle et qu'elle puisse s'imposer à tout le monde, y compris à l'État, notamment au travers de l'éducation nationale. Et même si les deux parties sont d'accord sur les questions de fond, la méthode dérange. Le congrès aura lieu le 28 juillet prochain, une date jugée précipitée par ses membres, rendez-vous qualifié de coup de communication par Daniel Marie-Sainte. Dans le reste de l'actualité, les Martiniquais sont en alerte. La dengue circule activement sur le territoire. Les principaux foyers sont concentrés dans le sud, en particulier Sainte-Anne et les Trois-Îlets. Pour l'instant, le centre de l'île est relativement épargné. Caroline Antich-Martin et Bamba Gueye. Joseph Joly-Floreau est médecin sentinelle à Fort-de-France. Son rôle, déclarer les données hebdomadaires de surveillance de plusieurs maladies dont la dengue. Pour l'heure, l'agglomération foyalaise est relativement épargnée par la maladie. Je commence à faire des tests un petit peu parce que depuis lundi, j'ai vu 1 ou 2 cas suspects. Mais comme je suis médecin sentinelle, je reçois un petit peu la carte géographique et les cas de dengue qu'on a, c'est plutôt dans le sud. Il y a eu récemment 2 cas entre le Lamentin et Fort-de-France. Les 2 cas suspects étaient au final des cas de Covid. De fait, certains symptômes, fièvre, fatigue, courbature, sont communs aux 2 maladies. Il faut consulter si les signes sont très importants, si on est très très fatigué, si on vomit beaucoup, si on a du mal à s'alimenter, parce que ça peut arriver qu'il y ait des signes digestifs importants. Il faut consulter quand on n'est vraiment pas bien, quand on est très fatigué. Car rappelons-le, la dengue tue. Essentiellement chez les personnes qui présentent des déficits immunitaires, je pense par exemple aux drépanocytaires, mais ou aux personnes âgées, ou, voilà, toutes les personnes qui ont vraiment des problèmes de santé au préalable. Mais oui, ça tue, et donc il est vraiment temps encore d'agir avant une épidémie. La dernière épidémie remonte à 2020, avec plus de 30 000 cas et 17 décès liés à la dengue. L'actualité en bref aux Trois-Îlets. Aujourd'hui, un homme de 76 ans est décédé, percuté par un camion frigorifique. L'accident s'est produit au niveau de la Pointe du Bout. L'homme a été secouru, mais a succombé à ses blessures pendant son transfert. Un article d'Alain Petit est à lire sur notre site internet. L'actualité dans la Caraïbe nous emmène en Colombie ce soir. Dans la nuit de lundi à mardi, un glissement de terrain a fait au moins 15 morts. 13 personnes sont encore portées disparues. Les recherches se poursuivent pour tenter de les retrouver. Le récit de Kelly Pujard. Centimètre par centimètre, il fouille les décombres. 80 militaires et des équipes de la Croix-Rouge colombienne sont mobilisés pour retrouver des rescapés à Quétamé, la ville sinistrée. Les secours utilisent même des drones. De quoi accélérer les recherches aux côtés des membres de famille de disparus venus les aider, parfois en vain. 8 personnes de ma famille sont mortes, ma mère, 2 frères, des neveux et une nièce. Selon le maire de Quétamé, ce cas n'est pas isolé.
De nombreux foyers ont perdu 2, 3, voire 4 membres de leur famille. Au moins 15 personnes sont décédées. Vers 23h15 dans la nuit de lundi à mardi, les habitants ont été surpris par une brusque coulée de boue. De fortes pluies survenues quelques heures plus tôt ont fait sortir un cours d'eau de son lit. Le maire a déclaré qu'il existe un phénomène appelé crue torrentielle qui affecte certaines zones peuplées que nous avons ici. Dans cette zone, il y avait probablement 20 maisons. Des maisons rasées, plusieurs véhicules piégés par la boue et les rochers, un pont effondré. La coulée de boue a causé de sérieux dégâts à ce poste de péage situé à une soixantaine de kilomètres de la capitale. L'axe routier, l'un des principaux de Colombie, relie Bogota à Villavicencio, ville majeure du sud-est du pays. Sur cette route, les glissements de terrain sont fréquents. Cette zone escarpée a été fragilisée entre autres par la déforestation et des pluies intenses liées au dérèglement climatique. L'année dernière, la saison des pluies a causé la mort de près de 300 personnes dans le pays. Allez, retour chez nous avec cette exposition pour valoriser les projets éducatifs. C'est l'œuvre du centre maternel de l'association La Ruche de Fort-de-France. L'exposition est intitulée Photo, langage sur le thème des addictions. L'association La Ruche accueille des jeunes en rupture familiale et en situation de grossesse. Le reportage d'Irène Emonide et William Zebina. Dans cette salle, des photos qui cachent des parcours très difficiles. L'une des salles de SOS Maternité de l'association La Ruche. Des photos réalisées dans le cadre d'un projet éducatif. Un thème très important, les addictions, alcool, drogue, cigarettes. Exemple avec cette jeune fille, 18 ans, un bébé, résidente de La Ruche depuis 1 an. En consommant, on peut faire du n'importe quoi. Et vous? Et moi, je consomme de l'alcool en occasion, c'est-à-dire les fêtes de Noël, anniversaire, tout ça. Mais sinon, je ne consomme pas. Avant, je ne savais rien de tout ça, non. Rien. Donc maintenant, je sais que c'est dangereux, surtout quand on allait pour un enfant. Ça passe dans le lait et l'enfant, fume aussi. Moi, j'ai une petite fille de 6 mois. Donc, pour mon avenir, je souhaite avoir mon appartement, travailler, avoir mon permis et avoir une vie heureuse. Autre exemple, Maëlle, 20 ans, un bac pro logistique et un bébé de 4 mois. Je n'ai pas participé à toutes les activités parce que je suis étudiante aussi, mais quand j'ai été présente, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je ne savais pas que l'alcool restait aussi longtemps dans le sang et je ne savais pas aussi que ça, selon le poids de la personne, ça différencie aussi. Même quand on n'allait pas, la différence qu'il y a avec la cigarette, c'est que même si on n'allait pas l'enfant, on va aller lui parler, il va prendre l'odeur et ça a aussi l'effet nocif, même en lui parlant. Ici, les éducatrices spécialisées, leur mission, rétablir autant que faire se peut l'équilibre dans la vie des résidentes. Des filles qui ont des vécus, c'est vrai, très très compliqués, qui sont en rupture familiale et qui sont aussi dans des addictions, avant même qu'elles entrent au centre maternel, qui connaissent déjà des consommations de produits illicites et qui se retrouvent ici en situation de grossesse et qui ont besoin d'un accompagnement et qui ont besoin de prévention, puisqu'on connaît les effets nocifs de l'alcool sur le bébé. Des jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, placés aussi par le juge des enfants. Les grossesses sont très souvent non désirées. Il y a tellement d'endroits à visiter en Martinique. Profitons des vacances pour faire un tour d'horizon. Après le dôme du Prêcheur, ce soir, direction le quartier Canton Suisse au Morne-Vert. Une végétation à l'état brut, nichée au pied des pitons du Carbet. C'est l'endroit où l'on ne croise que des amoureux de la nature. Raphaël Luce et Eddie Belrose. Ancrée dans une verdure majestueuse, la ville du Morne-Vert se caractérise par sa discrétion. Ce sont pour la plupart des amoureux de la nature qui y vivent. Situé dans les hauteurs, le quartier Canton Suisse symbolise une grande richesse agricole et familiale. Avec l'aide précieuse de ses enfants, Ginette entretient quotidiennement ses fruits et légumes.
J'ai grandi dans ce quartier, c'est un quartier qui est assez agréable. Donc on a toujours la verdure. Et puis, c'est toujours agréable de travailler ici. On a la fraîcheur. Il faut qu'ils connaissent quand même s'ils ne le font pas de leur métier, mais il faut connaître un minimum au niveau de l'agriculture. Donc c'est toujours un plaisir de les voir. Et puis ils m'aident, donc si je fais moins d'efforts à ce moment-là. C'est un moment entre mère et fils, on discute, en même temps on travaille, et puis voilà, c'est tranquille. Il y avait des gens avant nous dans une famille, donc c'est une espèce de connexion avec eux. Depuis plus de 40 ans, la famille Cantaubion exerce son activité agricole au Morne-Vert. Une cohésion transmise de génération en génération. Dans l'agriculture, c'est journalier. Le matin, on se réveille, on va au travail, on revient le soir. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. C'est très bien comme commune, c'est très, très calme, très accueillant, tout ce qu'il y a de bon. Faisant partie des plus anciens du quartier, Irmin et Irénée constatent l'évolution de leur environnement. Quartier, ah ouais, quartier, bien. On t'a raconté combien de monde qui était habité côté Suisse. Actuellement, on ne peut pas compter, puisqu'il y a le monde qui sortit tout partout. Et puis, on a dit, j'ai un bel quartier, on a acheté une maison, on a habité. Là, on a senti qu'on vivre, on a senti petit vent, petit fraîcheur, à descendre là. J'étais facteur à Morne-Vert, je connaissais pratiquement tout le monde. Maintenant, je suis un facteur qui a demandé mon enseignement, on m'a dit, non, je ne pas votre monde là. Pourquoi? Parce que le monde a fini, il n'est pas du coin. Et moi, je vous dis, moi, je Morne-Vert. Moi, je connais pratiquement tout le monde Morne-Vert. Hein? Donc, à présent, c'est pas pareil. Ça a changé. Parmi les 1800 Verdi-Mornais, on retrouve Mehdi qui a emménagé il y a 4 ans. Il n'est pas déçu de son choix. Ça se passe super bien, les habitants sont agréables, la commune est chaleureuse. Il faut venir découvrir le Morne-Vert puisqu'il y a une très belle vue, il y a un beau point de vue. Il faut passer, comme ça vous pouvez goûter des fruits et des légumes bio. En dépit des aléas climatiques, le Morne-Vert porte bien son nom. Sa verdure continue encore de rayonner grâce à l'unité et l'engagement de ses habitants. Elle était attendue depuis 3 ans. La 5e édition du Martinique Rallye Tour va enfin démarrer dans 2 jours. En attendant, aujourd'hui, l'heure était au dernier réglage pour les pilotes, comme un avant-goût du spectacle ce matin à Trinité. Le reportage d'Edwin Elderal et Patrice Châteaudégat. Après 4 ans, ils sont de retour. Ce matin, le Martinique Rallye Tour a donné rendez-vous aux pilotes à Trinité. Une première séance d'essai effectuée avant le début des spéciales ce week-end. Le public était au rendez-vous. C'est ma première fois, je suis venu voir comment ça se passait. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Je suis venu voir, je suis venu avec mes enfants, donc on va pour qu'ils puissent regarder ce qui se passe et s'amuser un peu, se distraire. Les pilotes présents sont de différentes nationalités, jamaïcains, barbadiens ou encore anglais. Le but de la matinée, effectuer les derniers réglages, mais aussi offrir un spectacle digne de ce nom au public. Je suis ravi d'être là, de partager ça avec les Martiniquais. Et on va essayer de se faire plaisir au maximum et donner au maximum de plaisir à tous pendant le week-end. C'est mon premier rallye en Martinique. J'ai un nouveau copilote, Ludo, qui connaît un peu tout le monde et on espère faire une bonne course. Un grand retour placé sous le prisme de la sécurité. Les organisateurs insistent sur le respect des consignes de la part des spectateurs pour que l'événement se passe sans accroc. Quelles sont vos espérances pour le week-end? Que les spectateurs restent disciplinés, écoutent les consignes de sécurité et que tous les pilotes s'amusent et que ça se passe très bien pour tout le monde. Ce sont 44 pilotes qui prendront le départ ce week-end. Vendredi, ils feront une exhibition à Fort-de-France avant les épreuves chronométrées du week-end à Trinité. Et voilà, c'est la fin de votre journal local. Je vous en rappelle le titre principal. C'est la première des 72 mesures annoncées hier par le gouvernement, la réforme de l'octroi de mer. Le gouvernement se donne 9 mois pour en définir les contours. Il assure que sa réforme ne baissera pas les recettes des collectivités. Voilà pour l'information locale. Je vous retrouve dans quelques instants pour le journal national et international. À tout de suite.